Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Notre état de droit brûle et nous regardons ailleurs. C'est avec ces mots que l'un de nos invités a voulu, il y a déjà quelques mois, alerter les citoyens sur le danger qui nous menace, le danger qui menace notre démocratie. Un danger moins perceptible directement que la Covid-19, mais qui à long terme risque de faire autant de dégâts. Ce danger, c'est le glissement d'un état de droit à un état d'exception et la perte tout simplement de nos droits fondamentaux. Même si aujourd'hui un avant-projet de loi dit loi pandémie est en discussion au Parlement pour qu'il y ait enfin un débat démocratique sur les mesures actuelles, nos invités ce soir sont inquiets. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizin. C'est pour défendre certains de ses droits fondamentaux, sa liberté d'expression, sa liberté de réunion, qu'un artiste a fait bouger les lignes il y a quelques semaines. Quentin Dujardin, guitariste, a organisé un concert dans une église. Il partait du principe que si un prêtre pouvait célébrer la messe devant 15 personnes, lui, artiste, pouvait aussi jouer sa musique devant 15 personnes. Mais son concert a été interrompu par la police et on reçoit aujourd'hui son avocat, Maître Jacques Anglebert. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocat spécialisé en droit des médias et en droit d'auteur, professeur également à l'ULB. Et avec votre client, vous vous êtes associé à la Ligue des droits humains dans son action contre l'État belge devant le tribunal de première instance de Bruxelles. Une action qui porte sur la légalité et la constitutionnalité des arrêtés ministériels pris pour lutter contre la crise sanitaire. On va en discuter dans un instant. Et alors, à vos côtés, Nicolas Thirion, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de droit à l'Université de Liège, spécialisé notamment en théorie du droit. Et alors, c'est vous que je citais en introduction, notre état de droit brûle et nous regardons ailleurs. C'était le titre donc d'une carte blanche que vous avez publiée en juillet dernier déjà. Alors l'état de droit, il a continué à brûler depuis lors, voire à s'embraser totalement. Je le crains. Je faisais référence ici à un mot célèbre de l'ancien président de la République, Jacques Chirac, qui, à propos justement des atteintes à l'environnement, expliquait devant les Nations Unies que notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Et je crois qu'effectivement la métaphore s'applique parfaitement ici. Lorsque nous étions au mois de juillet, nous étions en présence d'un gouvernement qui certes était un gouvernement minoritaire, mais qui avait obtenu la confiance de la Chambre des représentants. Depuis, nous avons un gouvernement qui a une majorité parlementaire, nous avons un gouvernement qui a la confiance d'une majorité du Parlement, et ce gouvernement a continué d'agir en quelque sorte dans la droite ligne de son prédécesseur, et il m'a semblé effectivement que, alors même que dans un souci de délibération démocratique, lui aurait pu sans aucune difficulté ouvrir un débat sur les graves atteintes aux libertés fondamentales que les arrêtés ministériels provoquent, eh bien il ne l'a pas fait, et il l'a fait récemment, mais disons-le d'une certaine façon parce qu'il y a été en pratique poussé par les contestations de plus en plus vives qui ont été portées contre cette façon de faire. Et donc effectivement, je crois que notre maison, ou en tout cas notre état de droit brûle, et il brûle encore plus que l'été dernier. Et alors justement, parlons un peu de ces grands principes propres à l'état de droit. Alors on ne va pas entrer dans des explications juridiques trop complexes, mais finalement, dans ces grands principes de l'état de droit, il y en a plusieurs qui aujourd'hui sont malmenés selon vous et selon plusieurs juristes, avocats, associations des droits humains qui se révoltent aujourd'hui. Bon, les grands principes qui sont malmenés, c'est la légalité, la sécurité juridique, la proportionnalité. Alors est-ce que vous auriez quelques exemples à nous donner de ces atteintes à l'état de droit? Bien entendu. Alors effectivement, la légalité, ça signifie en gros qu'un ministre ou une autorité administrative ne peut agir que si elle y a été habilitée par une loi. Et dans la mesure où il s'agit ici, dans les arrêtés ministériels, de prévoir des sanctions pénales pour la violation de certaines règles prévues dans ces arrêtés, l'interprétation de ces arrêtés et l'interprétation de la loi qui confère une autorisation au ministre de l'Intérieur de prendre certaines dispositions, cette interprétation doit être stricte, strictement limitée. Or, par exemple, des mesures comme la fermeture pure et simple de l'Horeca, ou la fermeture pure et simple d'un certain nombre de commerces pendant l'époque où les commerces non essentiels avaient été fermés. Ce sont des mesures en réalité
qui ne peuvent, me semble-t-il, s'appuyer sur la loi que le ministre invoque pour, en quelque sorte, prendre des mesures de fermeture, parce qu'au fond, ce que le ministre peut faire, c'est grosso modo interdire les déplacements de population, c'est éventuellement assigner à résidence, et c'est tenir éloigné la population de lieux réputés dangereux. Or ici, fermer un commerce ou, par exemple, assigner un horaire particulier au magasin de nuit ne trouve absolument pas son fondement dans une loi qui est la loi dont se réclame le ministre. Donc, si vous voulez, le ministre, me semble-t-il, et nonobstant ce qu'elle dit à propos des décisions du Conseil d'État, la ministre dépasse clairement l'habilitation qui lui a été donnée. La sécurité juridique, c'est que, je suis désolé de le dire, mais ces arrêtés sont parfois rédigés d'une façon épouvantablement mauvaise, et je suis désolé de le dire aussi, mais on sent parfois très bien que la version d'origine est une version néerlandophone. Oui, il y a des traductions qui sont un peu étranges. Alors, une traduction, effectivement, qui ressemble vaguement à un mauvais Google Translate, et en particulier, je ne l'ai pas sous les yeux malheureusement, mais il y a un passage absolument délirant de l'arrêté ministériel dans sa version actuelle concernant la possibilité de faire des voyages transfrontaliers, en tout cas de permettre à des communes ou à des habitants de communes transfrontalières de traverser quand même la frontière. Et là on a, si vous voulez, une sorte de français qui n'en est pas, de phrases absolument incompréhensibles. Or, puisqu'on oblige les citoyens à faire ou à ne pas faire quelque chose, en droit pénal, l'idée est que le citoyen peut et doit pouvoir facilement, aisément comprendre ce qu'on attend de lui. Avec des arrêtés aussi mal torchés, c'est parfois très difficile. Et puis enfin, la proportionnalité, c'est l'idée effectivement de dire que, en réalité, beaucoup de nos libertés sont atteintes, beaucoup de nos droits fondamentaux sont atteints, mais que, effectivement, dans une démocratie, dans un état de droit, il n'est possible d'y porter atteinte que d'une main tremblante, comme dirait Montesquieu. C'est-à-dire qu'en réalité, il ne peut y être porté atteinte que lorsque c'est absolument nécessaire pour atteindre l'objectif d'intérêt général poursuivi, en l'occurrence, la santé publique. Alors dites-moi, si par exemple le couvre-feu, qui est depuis des mois instauré partout en Wallonie, dites-moi si véritablement il est nécessaire d'imposer un couvre-feu dans certaines provinces ou dans certains villages où effectivement un petit vieux pourrait se trouver en train de promener son chien parce qu'il est insomniaque entre 22h et 6h et qui se trouve en réalité en infraction soi-disant par rapport aux arrêtés ministériels. Tout cela, peut-être, pose problème en ce sens que c'est porter atteinte à des libertés fondamentales au-delà de ce qui est nécessaire. Et donc je crois que nous sommes dans un tel état, les autorités politiques sont dans un tel état de sidération et d'hystérisation en matière sanitaire que ces principes fondamentaux dans une démocratie respectueuse de l'état de droit sont balayés d'un revers de la main avec la meilleure conscience du monde. Alors, Jacques Anglebert, je me tourne vers vous. Finalement, dans un état de droit, dans une démocratie, le pouvoir judiciaire, il joue un rôle important de contre-pouvoir. C'est aussi à la justice de rappeler à l'ordre de temps en temps les gouvernements s'ils dépassent certaines limites. Est-ce que vous avez le sentiment, vous, que les juges, que la justice a suffisamment joué ce rôle de contre-pouvoir ? Vous avez tout à fait raison. La justice est un contre-pouvoir et c'est son rôle. Et il faut bien comprendre une chose, c'est que dans une société démocratique comme la Belgique, la justice, le pouvoir judiciaire a le même niveau, est au même niveau que les deux autres pouvoirs. Il n'y a pas un pouvoir exécutif qui serait supérieur aux autres. Force est de constater que depuis le début de la crise sanitaire, la justice n'a pas toujours été à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre d'elle. D'abord, elle a accepté de se confiner sur décision d'un collège des cours et tribunaux dont on n'est pas sûr que c'était sa compétence, qui a dit on ne traitera que les affaires urgentes, alors même que les arrêtés royaux de pouvoirs spéciaux disaient que la justice devait continuer à fonctionner. Pourquoi est-ce que la justice devait continuer à fonctionner? Parce qu'elle est considérée comme un service essentiel à la nation. Heureusement qu'on le dit, qu'on reconnaît encore que la justice... Et malgré ça, elle a été confinée pendant en tout cas 2 mois et demi au début
début de... Alors on peut comprendre que pendant quelques jours, au moment de la sidération, quand Trump a fermé les frontières, tout le monde... Mais après quelques jours, la justice... Or, ça témoigne de quoi? Ça témoigne de ce que, même pour les acteurs judiciaires, les magistrats, les avocats, c'était pas si grave qu'on ferme les cours et tribunaux, qu'on ferme les palais de justice, parce que c'était dangereux. Et comme c'était dangereux, on n'allait quand même pas mettre en péril la santé. Et donc, en réalité, la justice, c'est moins important que les supermarchés, où on a mis en péril la santé des caissiers et des caissières sans le magasin AVV à Namur où on peut acheter des plantes. J'y étais pendant tout le confinement. Ce qu'on a demandé aux pauvres caissiers, si c'était... Et donc, il y a malheureusement une absence de prise de conscience de ce qu'est réellement dans la démocratie aujourd'hui le rôle de la justice et ce rôle de contre-pouvoir. Alors, le confinement de la justice a pris fin, quasi. Le ministre de la Justice a essayé de resservir la sauce en octobre. Le Conseil d'État a donné un avis très négatif, mais les acteurs de terrain s'y sont opposés aussi, et ça n'a pas marché. Et d'ailleurs, on voit bien que c'était totalement inutile de reconfiner les cours et tribunaux, puisque ça fonctionne tout à fait normalement, quasi normalement. Mais quand on voit les décisions de justice qui sont rendues sur l'application des arrêtés ministériels et sur base des lois qui viennent bancales de ce qui vient d'être décrit par M. Thirion, on se rend compte que quand même, je trouve que la justice n'est pas au rendez-vous. On a souvent l'impression qu'elle accepte un discours juridique qui lui est en quelque sorte servi par l'exécutif sans l'œil critique qu'on attend d'elle et qu'elle a eu parfois, mais qu'elle n'a pas toujours, qu'elle n'a pas assez souvent. Et c'est inquiétant par rapport à ce qu'on peut attendre de notre justice, surtout quand les droits fondamentaux sont en péril. Oui. Et c'est vrai que, par exemple, dans différents textes que vous avez écrits, Nicolas Thirion, vous dites il y a toute une série de mesures, par exemple, qui n'ont pas été assorties dans les textes de sanctions pénales. Et donc, on se retrouve en fait avec des gens qui ont été verbalisés, qui ont payé des amendes directement parce que c'est la règle. On a demandé aux gens de payer directement. Ils ont payé pensant qu'effectivement, ils étaient en tort et donc ils payent. Et en fait, cette verbalisation, elle était illégale. Et donc, il y a des gens qui ont payer des amendes qu'ils n'auraient pas dû payer. Et la justice a laissé couler, et on a laissé passer ça, évidemment. Oui, en vérité, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait certaines dispositions à nouveau, puisque ces arrêtés ministériels sont écrits de façon telle qu'un étudiant de première année de droit qui remettrait une telle copie se verrait assigner une note d'exclusion immédiate. Par exemple, les voyages non essentiels étaient prétendument interdits durant le confinement printanier, sauf que les sanctions pénales qui étaient censées viser les comportements interdits, ces sanctions pénales ne comprenaient pas l'article de l'arrêté ministériel qui faisait référence à l'interdiction des voyages non essentiels. Et du coup, il y a l'arrêté, le texte de l'arrêté, puis il y a des circulaires du ministère de l'Intérieur et vous avez des policiers en bout de course qui, il est vrai, sont les moins responsables de cette situation puisque ce sont eux qui doivent malheureusement être en bout de course mais qui ne sont finalement que le dernier maillon de la chaîne. Et ces policiers, évidemment, si on leur dit dans les circulaires, vous savez, vous devez verbaliser le type qui passe la frontière si son voyage n'est pas essentiel, effectivement, ils le croient alors même que l'arrêté ministériel ne le prévoyait pas. Et donc certains en effet ont payé et certains ont accepté de payer la transaction pénale qui du coup éteint ce qu'on appelle l'action publique, c'est-à-dire empêche qu'un tribunal puisse être saisi. Et le pire, me semble-t-il, c'est que justement les parquets et en particulier aussi le collège des procureurs généraux aient été si peu attentifs pendant toute cette période à la nécessité de préserver, même dans une période grave de crise sanitaire, la rigueur juridique. Et on a eu vraiment l'impression que les procureurs généraux jouaient un peu le rôle de petits télégraphistes du ministre de la Justice et de l'exécutif, et qui n'ont pas été capables, là encore, de garder un peu raison. Et donc, effectivement, je sais, par certains échos, que, à certains égards, quand le problème a été posé, le problème donc de ces verbalisations qui, en réalité, n'auraient pas dû être faites, et la question a été posée de savoir qu'est-ce qu'on va faire, comment est-ce qu'on va pouvoir éventuellement rembourser ceux de ces contrevenants, de ces faux contrevenants,
au fond, ça n'a pas provoqué manifestement d'émoi particulier. Parce que, en gros, comme disait un président de la République de l'autre côté de la frontière, on est en guerre, et quand on est en guerre, à la guerre comme à la guerre, tous les moyens sont bons. Ce qu'il y a, si vous me permettez d'intervenir sur ce point, ce qu'il y a, c'est que le justiciable, le citoyen, risque de s'en souvenir. Hein. Ça fait des années que la justice demande des moyens, se plaint et prend à témoin la société en disant « Regardez comment est-ce que les autres pouvoirs, et l'exécutif principalement, traitent le judiciaire. » Et puis au moment où on se dit « La justice va être le rempart, va être le bouclier, va être cet acteur critique par rapport à ce que l'exécutif lui demande », on ne le trouve pas. Et ça risque de porter préjudice à l'idée que le citoyen avait de la justice à l'avenir. Et alors, en fait, vous parliez d'un symbole, le fait que la justice a été confinée pendant tout un temps et que les magistrats l'ont accepté. Il y a un autre symbole qui a eu lieu il y a quelques semaines, donc le 14 février. Votre client, Jacques Anglebert, Quentin Dujardin, qui est donc artiste, guitariste, a voulu donner un concert dans une église, concert qui a été interrompu par la police. Alors déjà, avant de parler des suites de l'action, le fait d'interrompre comme ça un musicien en plein concert, ça fait mal quand même. Ça dit quelque chose de notre démocratie. C'est incroyable. Est-ce qu'on vous aurait dit ça il y a 2-3 ans, qu'on allait arrêter un guitariste dans une église parce qu'il fait un concert devant 15 personnes? Mais personne n'aurait cru ça. Et il se trouve qu'il y a aujourd'hui des autorités judiciaires qui ne voient pas que c'est vraiment très très choquant et qui auraient peut-être à questionner le sens, la portée de l'action. Donc effectivement, rien que ça, on le voit. Je dois dire que M. Dujardin, que je ne connaissais pas avant, a fait ça remarquablement et a bien témoigné. Il a dit c'est indécent, effectivement. Peu importe tout le reste, c'est indécent, particulièrement ici, où il avait pris toutes les précautions pour précisément être, comme on pourrait dire, dans les clous, puisqu'il avait reproduit exactement la même chose que ce qui est par ailleurs autorisé si c'est un office religieux. Donc en plus d'être indécent, c'est incompréhensible et discriminatoire. Alors, il a dû attendre plus ou moins 2 semaines pour savoir s'il serait poursuivi. Au final, le procureur du roi de Namur a décidé donc de classer sans suite avec rappel de la loi. Comment vous analysez cette sanction, mais qui n'en est pas une, cette décision plutôt? Alors, c'est difficilement compréhensible, mais pour que vos auditeurs comprennent bien, le parquet a l'opportunité des poursuites. Donc, quand on constate une infraction, le parquet peut classer sans suite. Et il y a des dizaines et des dizaines d'infractions quotidiennement qui sont classées sans suite quand on considère que c'est pas à ce point grave, c'est pas nécessaire. Donc le parquet pouvait le faire. Le parquet est un peu ennuyé parce que par ailleurs, on aurait aussi pu ne pas envoyer de policiers et faire comme si de rien n'était. Mais manifestement, on a voulu verbaliser mon client, et d'ailleurs, la police a interrompu, il avait programmé 5 concerts, c'est après 5 minutes du premier concert qui était interrompu, il n'a pas pu continuer, il n'a pas pu donner les 4 autres. Et il attend la décision. Le parquet avait le choix, le procureur du roi de Namur, soit renvoyer, soit proposer une transaction qui aurait été refusée, et donc à ce moment-là, mon client était cité, renvoyé devant le tribunal de police. Mais vous imaginez bien le procès médiatique que ça allait faire. Je n'attendais que ça, de plaider cette affaire-là devant le tribunal de police. Et de visiblement, notre invité aussi, M. Thirion aussi. Et donc là, quand même, le parquet s'est dit, oups, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire que de donner cette audience médiatique. Et donc, je suis bien obligé de classer sans suite. Et normalement, il classe sans suite. Mais classer sans suite, il doit motiver. Alors, le procureur du roi, qu'est-ce qu'il écrit dans sa décision? Il dit « La loi est claire ». Donc les fameuses lois dont on vient de vous dire qu'elles sont tout sauf claires, la loi est claire. Elle a été, ça c'est dans une interview qu'il a donnée juste avant, elle a été votée par des gens que nous avons élus, sauf que c'est un arrêté ministériel et que nous n'avons pas élu la ministre de la Justice. Voilà. Donc il y a une confusion. Et qu'il n'y a pas eu de discussion parlementaire en l'occurrence là-dessus. La loi est claire. Le rôle du parquet, c'est d'appliquer la loi, même si le parquet pense que ce n'est pas une bonne loi. Vous avez commis une infraction, puisque c'est le culte qui est autorisé et pas un concert. Et donc l'infraction est constituée.
Mais j'ai, en tant que parquet, l'opportunité des poursuites et vu le contexte, mais il ne dit pas quel contexte, vu le contexte, j'estime que je peux me contenter d'un rappel de la loi et classer, alors il dit classer provisoirement, mais ça ne sert à rien de le dire, le classement sans suite est toujours provisoire, puisqu'à tout moment, le parquet peut... Il dit classer provisoirement en fonction de votre comportement ultérieur. Sous-entendu, si vous en refaites un, attention, mon petit coco, ça va moins bien se passer. Alors, monsieur Desjardins est très content que ce soit classé sans suite pour le moment, parce que c'est quand même 4 500 €, si je me souviens bien, d'amende qu'il risquait, plus tous les gens qui participaient. Mais ce qui est incroyable, c'est ce fameux rappel de la loi. Qu'est-ce que c'est que le rappel de la loi? Le rappel de la loi en Belgique, c'est prévu par la loi, uniquement la loi sur la protection des mineurs. Quand un mineur a commis une infraction, le parquet peut ne pas le poursuivre. En général, c'est pour des infractions qui ne sont pas très grandes, mais la loi prévoit expressément que les parents et le mineur sont convoqués par un substitut qui va faire un rappel en disant est-ce que vous vous rendez compte que ce que vous avez fait, c'est contraire à la loi? Parce qu'on peut imaginer que le mineur ne s'en rend pas compte. C'est la seule hypothèse en droit belge où c'est possible. Et donc, j'ai écrit au procureur du roi en disant c'est quoi la base légale de votre rappel à la loi? Création prétorienne. Création prétorienne. Donc le parquet crée des règles qui n'existent pas, mais par ailleurs dit la loi est claire pour sanctionner, etc. Alors mon client a répondu par mon intermédiaire en disant mais vous croyez que c'était la bonne réponse? Vous croyez que je ne connais pas la loi? Précisément, j'ai étudié la loi, je l'ai analysée, je suis arrivé à la conclusion qu'elle était discriminatoire. Je fais un acte politique, vous avez bien compris, et la seule réponse qu'a le parquet, c'est « je classe momentanément sans suite avec un rappel de la loi ». Mon client a dit « le rappel de la loi, je n'en tiens. Pour moi, il est inexistant ». Ceci dit, il y avait un autre problème, c'est que c'est effectivement une démarche politique, incontestablement. C'était pas juste un concert. Or, le délit politique en Belgique, c'est la cour d'assises. Alors, on n'en fait plus depuis très très longtemps. On a défini le délit politique de façon telle à éviter la cour d'assises. Mon client est prêt à aller en cour d'assises s'il faut. Et je comprends que le parquet classe sans suite plutôt que de faire une cour d'assises. Mais en attendant, il est dans une situation où il a d'autres concerts programmés. Il a un concert vendredi, il en a d'autres. C'est son métier. C'est sa vie, c'est sa liberté d'expression. La liberté d'expression, c'est un droit fondamental. Mais il dit, il n'y a pas de raison que le culte soit autorisé et que la culture ne le soit pas. Et que ceux qui ont envie de se ressourcer en écoutant un concert ne puissent pas le faire dans les mêmes conditions que ceux qui veulent le faire d'un point de vue spirituel peuvent le faire. Et la ministre de l'Intérieur interrogée, a dit, ah non, le culte, le Conseil d'État a dit, ça c'est un droit plus fondamental que les autres. Excusez-moi, mais ça, je ne vois pas où dans la Constitution. L'article 19 de la Constitution, c'est la liberté de culte et la liberté d'expression sur le même niveau. Or, liberté d'expression, Cour européenne des droits de l'homme depuis des années dit la liberté d'expression artistique fait partie de la liberté d'expression. Donc c'est n'importe quoi de venir dire qu'il y aurait un droit fondamental plus fondamental que les autres. Donc en plus de toutes les critiques qui ont déjà été émises très justement par Nicolas Thériault, il y a un comportement discriminatoire, injustifié et injustifiable. Je suis évidemment entièrement d'accord avec ce que vient de dire Jacques Anglebert, mais je voudrais rajouter effectivement deux choses. On parlait effectivement de liberté d'expression et nous pensions en effet jusqu'il y a peu que c'était une des rares libertés fondamentales auxquelles on avait encore pleinement droit, jusqu'à ce qu'une virologue vienne nous reprocher d'arrêter de râler et que effectivement nous ferions mieux, à nouveau c'est le propre des régimes autoritaires, de vouloir une seule voix, de vouloir pas de débat, et effectivement le geste politique de Quentin Dujardin, c'est un geste effectivement qui relève de la liberté d'expression. Donc longtemps, jusqu'à ce concert et jusqu'à cette sortie d'une virologue, je pensais que parmi les nombreuses libertés fondamentales qui ont été en quelque sorte réduites pendant cette période, il restait au moins la liberté d'expression. Et puis finalement on se rend compte que même la liberté d'expression et son usage sont considérés par certains comme quelque chose de dangereux dans la situation actuelle. Et la deuxième petite remarque à propos de la création prétorienne, c'est que manifestement, eh bien, on trouve au parquet des personnes qui, de la même façon qu'un ministre de l'Intérieur se sent délivré de toute base légale pour décider, on trouve des membres du parquet qui considèrent que les bases légales, ça n'a pas beaucoup d'importance pour décider des choses qui sont absolument absurdes. Alors, je vois que le temps file, alors je vais juste vous poser encore peut-être
une grosse question à chacun. Jacques Anglebert, ce que vous craignez peut-être ici, c'est, on parlait tout à l'heure d'un basculement de l'état de droit à l'état d'exception. C'est pas nécessairement quelque chose de nouveau. Il y a déjà des règles qui étaient présentées, des dispositifs qui étaient présentés comme exceptionnels, qui ont été pris pour lutter contre le terrorisme, qui finalement ont été coulés dans le droit commun, qui ont été coulés dans le marbre. Ça, c'est une des craintes que vous avez? C'est une crainte parce que c'est une constance. Depuis toujours, les lois d'exception sont toujours devenues des lois de droit commun par la suite, ou ont toujours été utilisées à d'autres fins que celles pour lesquelles elles étaient appliquées. C'est ce que la Cour suprême américaine dit, la pente glissante. Souvenez-vous, c'était en France, mais enfin c'est transposable en Belgique. On a des lois d'exception après les attentats terroristes qui permettent d'anticiper la commission d'un éventuel délit en assignant à résidence des gens qui n'ont encore rien fait. On a appliqué ces lois pour des militants écologistes pour qu'ils ne viennent pas manifester avant un G7. Et alors, au moment où on vote, on dit non, hein, c'est contre les terroristes, là, c'est la sécurité. Donc, il y a toujours eu un basculement. Eh bien, on va le voir. Je vous donne un exemple dans une matière que je connais très très bien, qui est la vidéoconférence qui remplace la plaidoirie. Pendant le confinement, on a dit comme les palais sont fermés, on pourrait faire des audiences par vidéoconférence. Il faut vraiment n'avoir jamais été à une audience pour croire qu'on peut remplacer une véritable audience par une vidéoconférence. Ok. Le confinement est terminé, c'est fini. Sauf que le ministre de la Justice nous dit non, je suis en train de préparer un projet de loi et je vais déposer. On va généraliser les audiences par vidéoconférence parce que c'est un mieux. Et un député PTB l'a interprété en disant et quand on aura généralisé les audiences par vidéoconférence, on va faire quoi? On va fermer les palais de justice, parce qu'à quoi ça sert d'avoir des palais de justice s'il n'y a plus d'audience? Et donc il faut bien être conscient que c'est tout ça qui est en train de se... Et donc à un moment donné, le pouvoir judiciaire va être phagocyté. L'exécutif a phagocyté le législatif depuis déjà longtemps, il va phagocyter le judiciaire. Ça, c'est le risque. Si, à un moment donné, la population ne dit pas « je veux en tout cas des libertés et je ne me contente pas de la sécurité et puis en fait mes libertés, j'en ai pas besoin ». Or, c'est ça l'enjeu actuel, mais qui n'est pas propre à la pandémie, qui était déjà, depuis les lois d'exception, terroristes, etc. Qui était déjà latent. Alors aujourd'hui, le gouvernement nous dit « ah mais voilà, on a un avant-projet de loi, dite loi pandémie, et on va enfin offrir une base légale transparente à la gestion de la crise ». Donc cet avant-projet de loi, il est en discussion en commission parlementaire, donc en commission de l'Intérieur. Alors les premières remarques sont déjà assez négatives. On a l'autorité de protection des données qui a carrément recalé le projet. Alors vous, Nicolas Thirion, quel est votre sentiment sur ce projet et sur cet avant-projet de loi qui était quand même demandé par toute une série de juristes, d'associations de défense des droits humains? Il était demandé depuis très longtemps et la difficulté, effectivement, c'est que je crains que l'avant-projet de loi et le projet de loi qui s'en suivra est en fait un gadget ou en quelque sorte une sorte d'exercice de communication politique pour dire regardez comme on a entendu ces grands esprits se plaignant qu'il n'y ait pas de loi. Regardez, on vous l'a fait cette loi. Sauf que cette loi, elle ne fait rien d'autre que d'entériner la pratique antérieure en donnant un pouvoir très considérable au ministre de l'Intérieur. Par ailleurs, comme l'a dit l'autorité de protection des données, il y a effectivement plein de dispositions qui sont contraires au droit à la vie privée et au droit à la protection des données. Et surtout, il n'y a pas du tout un renforcement de ce qui a cruellement manqué pendant cette période, c'est-à-dire des contrôles. Contrôle a priori, contrôle a posteriori. Et en particulier, moi je plaiderais en particulier, peut-être d'abord pour une obligation systématique de demander l'avis de la section de législation du Conseil d'État pour tout arrêté ou toute décision qui viendrait, pour des raisons sanitaires, limiter les libertés, et le cas échéant avec une réduction du délai d'avis, et d'autre part également la possibilité de faciliter une sorte de référé liberté de la part du Conseil d'État, c'est-à-dire pour aller plus vite et pour que celui-ci puisse statuer plus vite et correctement sur ses affaires. Alors Jacques Anglebert, une toute dernière question, et vraiment je vais vous demander de répondre de façon la plus brève possible. C'est que je le disais en introduction, vous êtes joint à l'action de la Ligue des droits humains contre l'État belge. Qu'est-ce que vous attendez de cette action? Qu'est-ce que vous espérez, vous représentez votre client donc évidemment dans cette action? La Ligue a introduit une action qui demande à un juge du judiciaire en référé de dire
suspendez toutes ces mesures prises sur base d'arrêtés illégaux. Et donc, contredisant l'analyse de la ministre, du parquet, du Conseil d'État, section contentieux. Monsieur Dujardin a intérêt, évidemment, à ce que ça soit suspendu. Et donc, d'un point de vue assez symbolique, mais avec un intérêt personnel quand même, a dit « Je me joins à cette action, je demande la même chose que la Ligue, et à titre subsidiaire, je demande, en tout cas en ce qui me concerne, que cesse la discrimination qui est faite entre ce qui est permis pour le culte et qui n'est pas permis pour la culture, parce qu'il n'est pas certain qu'un juge fasse droit à l'action de la Ligue et qu'il est sans doute plus simple de faire droit à cette action sur base de cette discrimination que sur l'ensemble de l'action. » En attendant, on sait que Still Standing for Culture, Quentin Dujardin, mais d'autres artistes continuent, vont aussi faire des actions, parce que c'est ça aussi, montrer qu'on n'est pas d'accord et agir sur le terrain. Merci vraiment à tous les deux et merci à vous de nous avoir suivis. Une belle soirée à tous.